Alors notre mission, elle est vraiment critique, c'est de faire de la prévention de masse grâce à un outil digital que tout le monde a dans sa poche, le smartphone. Et il suffit de prendre un vidéo selfie de 30 secondes et effectivement, au bout des 30 secondes, le résultat est instantané, on affiche les paramètres cardio-respiratoires de la personne. Notre objectif premier, c'est de vraiment permettre à tout un chacun de reprendre le contrôle de sa santé et d'agir sur sa santé. On souhaite vraiment que tout un chacun puisse disposer de ces outils, alors même qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat en milliers d'euros pour s'acheter ces outils. Et en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs milliards de smartphones. Donc, il faut qu'on exploite ces dispositifs et qu'on permette au plus grand nombre de pouvoir maîtriser leur santé. On solutionne une douleur qui était ressentie par beaucoup de familles. C'est le fait qu'un enfant, quand il a un ECG qui doit faire 3 tentatives, on lui met des petits boutons partout sur le corps, souvent il pleure. Et la réalité, c'est que lors de notre étude clinique, on redonne le sourire à ces enfants parce qu'on leur donne un smartphone devant eux et pour les garder immobiles, souvent on utilise un petit artefact, un kaléidoscope, de façon à focaliser leur attention et du coup ils sont hyper détendus. Il est aujourd'hui possible de sauver des vies simplement en filmant son visage. Avec la caméra de son smartphone, il suffit de filmer son visage pendant environ 30 secondes pour obtenir des informations précieuses sur sa santé cardiovasculaire. Rythme cardiaque, variabilité cardiaque, rythme respiratoire, niveau de stress et bientôt, nous pourrions même prédire les AVC et les infarctus. Plus besoin forcément d'une montre connectée à plusieurs centaines d'euros, plus besoin non plus d'attendre un rendez-vous chez le médecin pour avoir un premier aperçu de certains signaux de santé. La prévention devient accessible, elle est désormais à portée de main et même dans notre poche. Ce qui pouvait sembler digne d'un film de science-fiction est aujourd'hui bien réel. La société e-virtual a développé cette technologie déjà utilisée par des hôpitaux et par des médecins. Et comme la mission de MyTwin est de rendre accessible à tous les plus belles innovations en santé, nous avons décidé d'intégrer cette technologie directement au sein de notre application. Bonjour Benoît Géoris. Bonjour Rubens. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, donc je suis un entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé par une thèse de doctorat en traitement d'image et en intelligence artificielle. Et puis ensuite, j'ai fait une première société pour la détection des intrusions en extérieur. On équipait les sites Céveso et on évitait les menaces importantes. C'est une société que j'ai revendue en 2011. Et puis après 10 ans dans l'investissement sur les sociétés deep tech très tôt, donc essentiellement pré-amorçage, amorçage, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, l'entrepreneuriat. Et je suis tombé sur une très belle pépite qui s'adressait donc à la santé e-virtuelle et dans le cœur de mes compétences de thèse. Et donc, j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Merci de ta présence. Quelle est la mission de e-virtual? Alors, notre mission, elle est vraiment critique. C'est de faire de la prévention de masse grâce à un outil digital que tout le monde a dans sa poche, le smartphone, et en 30 secondes, de détecter les principaux paramètres cardiophysiologiques. Et donc, parmi lesquels le stress, la variabilité cardiaque, la tension artérielle également. Et donc, tout cela est rendu possible grâce à l'analyse de l'image et de la vidéo. Ok, très impressionnant. C'est vrai que moi, la première fois que je vous ai découvert, j'étais quand même stupéfait par la technologie parce que, en tant que patient lambda, je n'avais strictement aucune connaissance que ces choses-là pouvaient exister. C'est ce qui d'ailleurs a fait qu'on s'est rencontrés ensuite. Est-ce que déjà, avant de partir dans tout cet aspect technologique, parce que on a vraiment l'impression que ça sort d'un film de science-fiction, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, c'est quoi les maladies cardiovasculaires? Qu'est-ce que ça représente? C'est un mot assez large qu'on connaît tous, mais on a du mal à vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est un défaut du fonctionnement soit du cœur ou soit du réseau vasculaire au niveau du corps humain. Et en réalité, quand on parle d'hypertension, on parle souvent de la maladie silencieuse, le tueur silencieux, parce que c'est une maladie qui n'a pas d'effet symptomatique ou de douleur caractéristique et qui se développe d'année en année. Et au bout de 10, 15, 20 ans, c'est là que les premiers problèmes se manifestent. Et évidemment, quand ça se manifeste, il est trop tard, c'est directement les urgences. Donc c'est ce qu'on essaye de prévenir justement en détectant ces premières tendances d'écartement par rapport à une situation normale. Ok, donc vous êtes vraiment sur de la prévention. Oui. Les maladies cardiovasculaires aujourd'hui, c'est ce qu'on entend, par exemple les AVC, ça fait partie des maladies cardiovasculaires. Les infarctus du myocarde, donc en gros les crises cardiaques, Oui. ça fait aussi partie des maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies, c'est un petit peu tout ce qui va avoir attrait au cœur et au vaisseau.
donc il y en a quand même pas mal, Oui, j'imagine. C'est une cause de mortalité assez élevée dans le monde, ne serait-ce que par rapport aux maladies chroniques. Ça fait partie des maladies chroniques, hein, les maladies cardiovasculaires, sauf si je me trompe. oui. Et vous, du coup, quel est votre objectif finalement premier? Alors bien sûr, prévenir, comme tu l'as dit, peut-être la pression artérielle ou les arrêts cardiaques. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec votre outil? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Alors, notre objectif premier, c'est de vraiment permettre à tout un chacun de reprendre le contrôle de sa santé et d'agir sur sa santé, donc de ne pas attendre en mode réactif que le problème soit survenu pour enfin prendre des dispositions drastiques, mais vraiment de permettre un changement au quotidien, dans la durée, de changer les routines, de prendre des bonnes habitudes. Et ça passe par une information précise sur l'état de fonctionnement de son cœur et de sa santé. Ok. Voilà, je lisais l'OMS, il y a 17 millions de décès par an dans le monde de maladies cardiovasculaires. La Fédération française de cardiologie qui dit qu'en France, on a 140 000 à 150 000 AVC par an qui sont recensés en France, soit une personne toutes les 4 minutes. Ça représente 32 650 décès par an. C'est C'est colossal. c'est colossal, c'est vraiment un enjeu majeur pour la santé dans le monde et du coup aussi au niveau économique, j'imagine, pour les États et les pays. Oui. Alors on en parle relativement peu, mais c'est un coût pour la société, ça c'est un coût pour la sécurité sociale, c'est un coût pour les assureurs, c'est un coût pour les patients, leurs familles. Et c'est vraiment un tsunami, c'est-à-dire que malheureusement, les tendances ne font qu'augmenter. Donc il était urgent d'agir et c'est pour ça qu'on a décidé de relever ce défi. On a une estimation du gain qu'on peut faire gagner à un pays, à un État ou à un système de santé grâce à justement la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors sur l'hypertension, qui est la pathologie que l'on maîtrise le mieux chez Virtual, c'est un coût qui se chiffre en plusieurs milliers d'euros par an pour les patients qui sont suivis. Et dès lors qu'on passe en mode opératoire, hospitalisation, ce chiffre peut être multiplié par 10 ou par 100. Donc en fait, les économies sont d'un ordre d'échelle extrêmement important. Ok. Et aujourd'hui, vous travaillez du coup déjà avec des médecins, des hôpitaux. Vous avez mis en place des études cliniques qui vous permettent de valider tous vos process. Totalement. Donc depuis le départ, on a eu à cœur d'avoir une solution qui soit la plus précise et fiable possible pour qu'elle soit, je dirais, adoubée par la communauté médicale. C'est très important. Et donc, on a réalisé 3 études cliniques avec le concours de CHU. Donc, on a eu 2 études cliniques réalisées au CHU de Nancy et une troisième à Lanval, à Nice. Donc, sur des populations allant de 6 ans jusqu'à 80 ans, donc on a traité plus de 2000 sujets tout de même, et qui avaient donc différents types de pathologies, hein, des difficultés respiratoires, de l'asthme, de la BPCO, des arythmies cardiaques, etc., pour bien s'assurer que le dispositif, quelle que soit la personne rencontrée, mesure de manière précise les paramètres physiologiques. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça n'existait pas avant? Pourquoi c'est vrai que c'est nouveau. Nous, on le découvre en tant que patient. Clairement, on n'en avait jamais entendu parler. Peut-être que dans le milieu médical, voilà, on le sait un petit peu plus. C'est très nouveau comme système, comme technologie. Pourquoi ça n'existait pas avant? Alors, effectivement, c'est assez récent et comme toujours, les innovations, parfois, c'est un petit peu de chance ou de hasard. Tout est parti d'un mauvais réglage d'une caméra euh, par un chercheur qui exploitait ces dispositifs pour d'autres usages et qui un jour s'est rendu compte qu'avec ce mauvais paramétrage, voyait son cœur battre sur son visage. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a un phénomène physique que je souhaiterais comprendre et c'est de là de fil en aiguille qu'il a découvert cette technologie. Et en réalité, donc ça, c'est le précurseur, le déclencheur, mais aussi, il faut constater l'évolution en capacité de traitement. On fait beaucoup appel à l'intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de puissance calcul derrière, toutes des technologies qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Et donc, forcément, c'est la convergence de tous ces différents éléments qui permettent aujourd'hui à cette technologie d'arriver à maturité. Ok, hyper intéressant. Euh, Comme quoi, finalement, des erreurs ou des hasards peuvent créer des belles Exactement. choses.
Comment ça fonctionne exactement? Parce que voilà, j'ai dit effectivement qu'on peut filmer son visage avec son smartphone, donc ça va intriguer les personnes qui nous écoutent. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Quel est tout le processus pour pouvoir avoir ça? Et puis, bon, nous aujourd'hui, on l'intègre dans MyTwin pour le rendre accessible à tout le Ouais. monde. Mais du coup, bah, comment vont faire les utilisateurs pour s'en servir? Et surtout, après, derrière, une fois qu'on a les résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, premièrement, donc, le principe scientifique de base, c'est que le sang absorbe un petit peu la lumière. Et donc, à chaque battement du sang, lorsqu'on prend une caméra, l'illumination qui est présente dans la pièce et aussi le rétroéclairage qui vient soit de l'écran du smartphone ou du laptop va arriver sur le front et nous, on va mesurer la réponse, c'est-à-dire la réflexion, un petit peu comme un radar calcule un excès de vitesse. Nous, on va regarder finalement le taux d'absorption de cette lumière par le sang qui est sous la peau et on va reconstruire la pulsation cardiaque. Donc, notre matériau de base pour le travail en interne, c'est la pulsation cardiaque. Une fois qu'on a récupéré la pulsation cardiaque, on applique toute une série de traitements mathématiques allant du plus simple au plus sophistiqué pour produire les éléments qui sont exploités par l'utilisateur, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Donc, c'est tous des traitements mathématiques qui sont appliqués sur cette pulsation. Ok, donc concrètement, je prends mon application, je l'ouvre, ça allume la caméra de mon smartphone, je filme mon visage pendant à peu près 30 secondes, donc on mettra à l'écran, on Voilà. montrera un peu comment ça se passe exactement, et puis après derrière, j'ai tout de suite les C'est résultats ça. qui s'affichent. C'est la beauté de la technologie et ce qui en fait aussi un outil d'adoption par les jeunes générations, c'est que c'est pas très différent d'un vidéo selfie finalement. Donc quand on poste pour Instagram, pour quel que soit l'usage, eh bien il suffit de prendre un vidéo selfie de 30 secondes, aussi simplement que tu viens de l'exprimer en démarrant sa caméra. Et effectivement, au bout des 30 secondes, le résultat est instantané, on affiche les paramètres cardio-respiratoires de la personne. Ok, génial. Euh, Sachant que, alors parce que moi j'ai fait l'erreur, du coup forcément je l'ai testé plein de fois l'application et je l'ai testé dans tous les sens possibles et imaginables en ayant une montre connectée sur moi parce que les résultats sont apparents par rapport à ceux qui ont une Oui, montre connectée, hein. Quand on a une Apple Watch, une Garmin ou une Whoop, on a notre rythme cardiaque, notre variabilité cardiaque, notre niveau de stress potentiel et d'autres biomarqueurs, comme on appelle ça. Et c'est vrai que bah, ça corrélait. Donc, c'est-à-dire que parce que la première chose quand on utilise des systèmes comme bien ça, c'est sûr. qu'on se dit est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que l'IA se trompe Mm. ou pas? Et effectivement, ça fonctionnait bien. Je suis parti au ski une semaine où j'ai fait de la rando à ski en Ok. altitude. Mon score de santé cardiovasculaire, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas que le rythme cardiaque ou des choses un petit peu difficiles à lire, on a aussi un score global qui nous dit à peu près notre santé globale au Oui. niveau cardiovasculaire. Et c'est vrai que je suis passé de 85 à 95 après une semaine passée en Bravo. altitude au ski. Donc déjà, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de me dire, bon, effectivement, ça fait du bien, mais mon corps voilà, s'adapte également. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et puis c'est aussi c'est un dispositif médical. Tout à C'est-à-dire que fait. c'est pas juste, effectivement, bah, maintenant, un selfie pourrait potentiellement sauver des vies, mais il faut vraiment poser le téléphone, être au calme, assis. On faut pas bouger, il faut pas que le téléphone il bouge. Il faut qu'il y ait une bonne lumière aussi sur son visage pour que Bien sûr. on soit bien filmé. Donc ça, faut bien se dire pour les utilisateurs, les futurs utilisateurs, ça reste un dispositif Oui. médical et qu'il faut bien lire le petit tutoriel qui a marqué juste avant parce qu'on a tendance à pas lire les tutoriels. Donc voilà, s'il faut poser le smartphone, il faut le poser, il faut pas qu'il bouge. Il faut avoir Exactement. du Wi-Fi, il faut avoir de la batterie. Donc voilà, ça reste un vrai dispositif médical. D'ailleurs, je parlais là de la lumière dans la peau. Est-ce que ça marche pour les différents types de peau, les différentes couleurs de peau? Tout à fait. Alors, les études cliniques que nous avons menées ont inclus des patients allant scanner tout le spectre des différents types de peau, de la peau la plus claire comme les Européens jusqu'à la peau la plus sombre comme les Africains, de façon à s'assurer effectivement que le dispositif fonctionne. Et donc, il est évident que le principe d'absorption de la lumière par le sang est un principe universel et qui ne souffre d'aucune discrimination. Ouais, ouais. Donc, hyper intéressant. Donc, en fait, c'est cette lumière qui arrive dans le visage, elle nous donne des informations et on arrive à voir finalement les battements du cœur qui sont derrière la peau Oui, grâce à la réflexion de la c'est lumière ça. qui revient dans la caméra.
C'est l'équivalent d'un outil que tout le monde connaît quand on pose une sorte de pince sur son doigt, que le médecin nous fait ça, ou quand on est à l'hôpital et on doit laisser son doigt dans cette pince. C'est exactement finalement la même Exactement. technologie, hein, c'est ça. Hein. C'est exactement le même principe qu'un oxymètre, à la différence près qu'un oxymètre va calculer la transmission. Il passe un petit infrarouge d'un côté à l'autre du doigt. Et nous, on utilise la réflexion. Mais modulo cette petite différence, c'est exactement le même principe. Ok. Donc finalement, on connaît déjà tous cette technologie. C'est juste une technologie qui a été adaptée avec Voilà. un nouvel outil qui est la caméra de son smartphone. Très bien. Au niveau, donc les résultats qu'on a exactement, donc là, ils les verront, enfin, si vous regardez le podcast, vous les verrez affichés. Vous avez le rythme cardiaque, la variabilité cardiaque, la variabilité respiratoire, le niveau de stress et au final un score de santé cardiovasculaire. C'est ça. Alors, le score de santé cardiovasculaire, on le comprend facilement parce qu'on se dit, ben, c'est un score global, donc voilà, je suis plutôt bien, pas bien. Le rythme cardiaque, on connaît tous. La variabilité cardiaque, on connaît beaucoup moins. À quoi ça correspond exactement et en quoi finalement c'est très important dans l'évaluation de notre santé cardiovasculaire? Alors, la variabilité cardiaque, c'est effectivement un indicateur qui est essentiellement connu des sportifs, parce que c'est un indicateur qui est très suivi par les sportifs, et qui est en fait un peu une mesure de l'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc en fait, entre le système qui est plutôt celui de l'action et celui de la détente. Et donc en fait, une variabilité cardiaque qui est trop faible est le signe d'un stress. Alors ce stress peut être lié à une activité physique, auquel cas il n'y a pas de sujet. D'où l'importance, comme tu le mentionnais juste avant, d'avoir un contexte de prise de mesure qui soit détendu. C'est-à-dire, on ne se mesure pas en étant en train de courir, on est plutôt en train de se mesurer lorsqu'on est assis. Et à l'inverse, une variabilité cardiaque très élevée va être le signe d'une personne qui est détendue. Et donc, lorsqu'on a une personne qui a une variabilité faible et au repos, eh bien, ça laisse penser, et c'est ce qu'il faut vérifier par des analyses complémentaires, probablement avec l'aide d'un médecin ou d'un professionnel de santé, c'est que la personne est stressée. Parce que du coup, c'est son cerveau qui continue de s'activer alors qu'il faudrait plutôt passer en mode détente. Ok. Et pour l'autre paramètre moins connu aussi, le rythme respiratoire, qu'est-ce que ça donne comme information finalement? Alors ici, ça donne plutôt une indication de la capacité, la capacité pulmonaire de la personne. Et donc, une personne qui va respirer de nombreux cycles par minute a peut-être une difficulté à emmagasiner suffisamment d'air en une seule inspiration. Et donc, c'est peut-être le signe qu'il faut faire des exercices. Elle peut très bien avoir le diaphragme coincé à cause du stress, de nouveau, ou c'est simplement une personne qui a besoin d'améliorer sa capacité pulmonaire. Ok. Donc ça me fait le lien pour la question suivante. Finalement, une fois qu'on a ces résultats, on lit les résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Première chose, déjà, je me dis, bon, si j'ai un score de santé cardiovasculaire un peu bas ou dans la moyenne, il faut que je me pose des questions. Mais quelles questions je dois me poser? Qui je dois aller voir pour continuer à explorer finalement et à potentiellement améliorer mon score? Nous, on est partisans avec MyTwin de se dire, ben, une fois que tu as des résultats sur un appareil connecté comme Ouais. celui-ci, tu vas voir ton médecin ou en tout cas, tu parles avec un professionnel de santé. Et c'est d'ailleurs une option qu'on veut vraiment très rapidement ajouter pour tout de suite être capable de parler à un professionnel de santé des résultats qu'on vient d'avoir finalement juste avant. Qu'est-ce qu'on en fait de ces résultats? Qu'est-ce que c'est pas un diagnostic en aucun cas? C'est informationnel, hein, c'est vraiment pour nous donner une information et une estimation d'un état de santé à l'instant T. Donc voilà, qu'est-ce que j'en fais moi de ces résultats? C'est une excellente question. Ça me permet de préciser un petit peu notre modèle économique et notre mode d'accès sur le marché. En fait, nous sommes une petite société spécialisée dans les hautes technologies qui avons développé un produit, mais qui est destiné à être intégré chez des partenaires. Le produit seul, comme tu le dis, a finalement peu d'intérêt pour le grand public et l'utilisateur final. Par contre, il faut vraiment voir notre brique comme un ADN que l'on peut greffer dans un produit plus large et qui donne une impulsion au changement, une impulsion à prendre soin de sa santé, une impulsion à changer les habitudes. Et donc, effectivement, lorsqu'on est intégré, on s'appuie sur nos partenaires pour fournir ces conseils personnalisés à tout un chacun par le biais, soit, comme tu le dis, d'appel à un spécialiste ou un professionnel de la santé, soit aussi de manière plus large,
aller chercher des vidéos, des conseils, que ce soit en activité physique, que ce soit en nutrition, en alimentation. Donc, on peut vraiment envisager la santé de manière holistique. Et je pense que MyTwin, avec son offre, est très bien dimensionné pour ça, avec son jumeau numérique, pour agglutiner les différents éléments nécessaires à offrir un conseil personnalisé qui s'appuie sur des éléments scientifiquement validés. C'est sûr que nous, c'est toute notre démarche et notre ADN. Au début, on était vraiment uniquement sur se dire, trouver déjà identifier sur le marché des solutions fiables et viables médicalement qu'on peut utiliser et qu'on peut rendre accessible à l'ensemble Ouais. des citoyens. C'est vrai que souvent, ce sont plutôt des briques comme vous avez développé avec eVirtual, une brique qui va être après, derrière, utilisée par des hôpitaux, des cliniques. Donc du coup, ces outils qui sont révolutionnaires, qui sont hyper utiles, ne sont pas forcément déployés pour tout le monde parce qu'il faut être dans l'hôpital ou C'est avoir ça. la chance d'être dans l'hôpital qui est abonné à votre brique. Donc nous, en tant que patients, citoyens, on n'a strictement aucune idée des abonnements des hôpitaux dans lesquels on C'est va. ça. Donc on en bénéficie si on a de la chance, on n'en bénéficie pas si on n'a pas de chance. Pour réduire un petit peu ce facteur chance, nous, on a décidé de créer MyTwin, de se dire, allez, on y va intelligemment. On a contacté des fondateurs comme toi, qui nous ont, merci de nous avoir répondu d'ailleurs, aussi rapidement et de Plaisir. tout de suite avoir collaboré, de dire, bah non, en fait, ces briques technologiques, on peut aussi les apporter Bien aux sûr. citoyens d'une autre manière. Et puis, donc non, c'est top. Et puis, au final, c'est vrai que moi, je prends mon cas perso, puisque j'ai déjà utilisé plein de fois votre outil. Euh, je cours pas depuis, je fais beaucoup moins de cardio depuis 3-4 ans. On se commence à se poser des questions. Bon, la quarantaine qui Ouais. arrive en même temps, on se dit, bon, il faudra peut-être quand même que je fasse attention à mon cœur. Ça permet vraiment de finalement poser un peu des chiffres sur ce qu'on a. Je suis pas du tout accro aux montres connectées ni rien, ou aux bagues connectées. Moi, j'en ai pas. Je pourrais en avoir, mais c'est pas dans mon usage. Je sais pas, j'ai pas ce réflexe-là. Alors que c'est hyper intéressant aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est un bon complément. Et puis après, bah, derrière, de se poser un petit peu et de se dire, bah, voilà, j'ai ce score-là, comment je fais pour l'améliorer? Au final, ces maladies cardiovasculaires, on en revient toujours un peu aux bases, hein. Faire une activité physique Alors, sportive, bien manger, bien dormir. bien dormir. Je pense aussi avoir un lien social. Ça doit Mm. aussi agir sur des facteurs de stress et donc des facteurs cardiovasculaires. Et puis après, derrière, tout de suite être capable de parler à un professionnel de santé, soit en téléconsultation, soit par une messagerie, un chat sécurisé, soit en réel, c'est encore Bien mieux. sûr. Mais il faut créer ce lien jusqu'à la fin, et c'est vraiment ce que nous, on essaye de faire pour que l'utilisateur ne sorte pas du parcours de soins dans lequel il se trouve. Et si je peux ajouter, il y a un élément qui nous tient à cœur chez Virtual aussi, c'est l'accès, la démocratisation de l'accès à ces outils. Parce que quand tu cites effectivement tous les dispositifs connectés, c'est vrai, on a des bagues, on a des montres, on a énormément de choses. Mais nous, on souhaite vraiment que tout un chacun puisse disposer de ces outils, alors même qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat en milliers d'euros pour s'acheter ces outils. Et en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs milliards de smartphones qui ont été construits et qui sont toujours en utilisation. Donc, il faut qu'on exploite ces dispositifs et qu'on permette au plus grand nombre de pouvoir maîtriser leur santé. Ouais, parce qu'une montre connectée, c'est quoi? C'est 200 euros, 300 euros, Il y a un coût selon d'achat les... et puis un abonnement derrière Ouais. qui est non négligeable. Et Donc, les montres connectées pas très chères, à 70 euros, elles sont viables, elles sont fiables. On peut. ch- alors, chacune a ses plages de fonctionnement. Donc, le principe important, je pense que c'est que le contact avec la peau soit bon. Parce qu'évidemment, si une montre est portée de manière un peu trop lâche, ben, la mesure qui est faite des paramètres cardiovasculaires peut s'en trouver réduite. Ok. Euh, et vous, par rapport justement aux montres connectées, ou peut-être à un ECG, un électrocardiogramme, c'est quoi un peu le rapport de précision que vous avez dans vos résultats? C'est quoi le niveau de précision d'ailleurs pour e-virtual, pour une montre connectée ou pour un ECG? Oui. Alors, c'est les bonnes questions. Alors, déjà pour préciser, un ECG et notre solution, ça ne regarde pas la même réalité. C'est-à-dire que l'ECG, il faut le voir un petit peu comme un électricien, et nous, on est un petit peu les plombiers. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'occupe de la commande électrique du cœur, et nous, on s'occupe vraiment de la tuyauterie, savoir si elle fonctionne bien. Parce qu'évidemment, une tuyauterie qui est un petit peu encrassée, ça génère de l'hypertension. Donc,
Ça, c'est une précision importante à fournir. Après, en termes de précision, nous, on est donc dispositif médical qui a été analysé et audité par des auditeurs externes, et on affiche une précision de plus de 94%. Donc, c'est vraiment comparable aux dispositifs en utilisation quotidienne dans les hôpitaux. Donc, on a eu cette comparaison en double aveugle avec ce qu'on appelle un gold standard. Donc, c'est un matériel qui est étalonné, qui fait office de référence par le milieu médical. Et donc, on a montré qu'on était en toute situation comparable à 94%. Donc, c'est vraiment important. Après, sur les dispositifs smartphones, bagues, etc., bon, je n'ai pas les chiffres en tête, donc je préfère éviter de citer des chiffres, mais certains d'entre eux sont fiables. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont des accréditations médicales également. Mais il faut faire attention, évidemment, quand on choisit, qu'on le choisisse de manière consciente. Ouais. Ok. Oui, parce que c'est vrai que finalement, même sur les montres, sur les montres connectées, j'entends plein de personnes souvent qui me disent ah, j'ai pas l'impression qu'elles marchent. C'est un peu une réflexion qu'on a quand même souvent sur les montres connectées. On a toujours une forme de doute finalement vis-à-vis des outils qu'on peut Bien sûr. connecter à l'IA. Et en même temps, c'est sain parce que ça nous permet de rester toujours en vigilance. Mais effectivement, ce sont quand même des technologies qui restent assez nouvelles, qui ont encore une marge de progression, j'imagine, gigantesque et des usages qui sont gigantesques derrière. On va essayer de revoir ça un petit peu plus tard. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à cette aventure, par rapport à Ah oui, cet outil, il y en a des multiples. notamment ouais. La première qui me vient en tête, je dirais que c'est un cas sur des enfants, parce que l'étude clinique qu'on est en train de mener à Lanval à Nice en ce moment, c'est prévu sur une population spécifique de 6 à 18 ans. Et en réalité, on solutionne, au-delà de la mesure des paramètres cardiophysiologiques, on solutionne une douleur qui était ressentie par beaucoup de familles. C'est le fait qu'un enfant, quand il a un ECG qui doit faire 3 tentatives, on lui met des petits boutons partout sur le corps, souvent il pleure. Et la réalité, c'est que lors de notre étude clinique, on redonne le sourire à ces enfants parce qu'on leur donne un smartphone devant eux, et pour les garder immobiles, souvent on utilise un petit artefact, un kaléidoscope, de façon à focaliser leur attention, et du coup ils sont hyper détendus. Je trouve ça vraiment chouette de constater qu'au-delà du côté médical, on peut apporter un petit peu de sérénité chez ces bambins. La deuxième anecdote, c'est lors de la première étude clinique, on avait détecté donc, un problème d'arythmie cardiaque sur une personne. Et donc, on s'est réunis avec le comité médical de façon à trancher si finalement on devait ne rien dire parce que c'est l'étude clinique, la protection de la donnée personnelle, etc. Ou si, compte tenu du contexte médical et qu'il y avait un médecin qui supervisait ces études, on était autorisé, enfin ce médecin était autorisé à contacter la personne pour en parler. Donc finalement, on a pris la deuxième option. Et elle nous a remerciés parce qu'elle n'était pas au courant de cette difficulté, et donc elle a consulté derrière pour être prise en soin. Ouais, hyper intéressant. Donc c'est vraiment se dire, je peux détecter des signaux faibles finalement. Tout à fait. Mon corps parle déjà, mais je le ressens pas forcément. Exactement. Et de ces signaux faibles, je leur mets un chiffre dessus, quoi. Et ça me permet après derrière, tout de suite aller voir le médecin Ouais. Un chiffre et un niveau d'importance. et un surtout. niveau d'importance, Ouais. ouais. Très, très impressionnant et très intéressant. Je pense immédiatement, en ce moment, je vis à Saint-Quentin, dans l'Aisne, Ok. 50 000 habitants, c'est un désert médical. Tu es à 1 heure de Paris, les Saint-Quentinois n'osent pas aller à Paris prendre le train, ou c'est pas dans leur réflexe Mm. d'aller tout de suite consulter quand ils sentent que ça va mal. Et du coup, je vois vraiment autour de moi, dans le voisinage, des personnes qui traînent des pieds pour aller chez le médecin malgré des symptômes qui sont quand même assez perturbants. Et tu vois, là, c'est un premier cas d'usage que je trouve sur e-virtual, de se dire pouvoir être seul chez soi, de pouvoir faire un premier, pas diagnostic, mais d'avoir des premières informations grâce à un outil quand on est aussi seul chez soi, au calme, dans un environnement qu'on maîtrise, sans la peur du médecin. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller chez le médecin. On a peur de voir la vérité en face parfois. Donc, non, je trouve que c'est aussi un bel outil pour ça. Ouais.
Il y a un corollaire très, très positif aussi à cet outil, finalement, c'est que ça permet de décharger les professionnels de santé. Parce que malgré tout, en fonction de chacun, son niveau d'anxiété ou d'interrogation par rapport à ses potentielles pathologies, le fait d'avoir un outil depuis son salon, depuis son canapé, qui peut fournir une estimatif qui soit plutôt rassurant, permet de désengorger potentiellement les appels aux urgences, les appels au SAMU, les appels, ou voire le déplacement physique vers les urgences qui sont déjà submergées. Donc, c'est vraiment important. Et puis là, nous, on voit ça au niveau de la France, mais il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a aussi des populations. Je discutais hier, j'étais avec 2 personnes de la communauté MyTwin, 2 ingénieurs en IA et médecins du Nigeria. Ok. Et c'est vrai que à chaque fois, ça me choque. Enfin, ça me choque, non, parce que maintenant je suis habitué, mais nous, on voit avec notre spectre et dans notre réalité qui est française, mais il y a des urgences Bien sûr. dans certaines zones du monde, dans certains pays qui sont. Enfin, là, c'est même plus un choix, quoi, en fait. La prévalence de l'hypertension sur le territoire africain est terrifiante. Euh, on a lancé une campagne de collecte de données. On a sponsorisé une campagne. Donc, ils étaient évidemment très favorables et enthousiastes à l'idée de pouvoir tester. Mais c'est vrai qu'il y a fort à faire. On a des personnes qui sont tout à fait dynamiques, joyeuses dans la ville. Et en fait, quand elles ressortent de la mesure, elles ont un problème d'hypertension qui nécessiterait une prise en soin immédiate. C'est le même cadre réglementaire en Afrique qu'en Europe. Je sais que maintenant, il y a certains pays, ils ont adopté l'équivalent du RGPD, mais Oui. côté africain. On peut utiliser du coup e-virtual. Alors, pour être très franc, je n'ai pas encore analysé tous les impacts réglementaires sur le terrain. Ce que je peux par contre affirmer, c'est qu'il y a une demande forte de la population pour avoir des outils, parce qu'en fait, ils sont démunis. Il n'y a pas suffisamment de médecins, de centres médicaux, donc ils ont vraiment un gap phénoménal pour accéder à des soins. Et donc pour eux, le téléphone est vraiment leur outil digital principal. Si on peut diffuser grâce à cet outil de nouveau l'accès à des premières, des premières interprétations, des premières références de valeurs et une action recommandée, bah, on a gagné. C'est certain, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire avec vous et avec MyTwin. Si j'en reviens sur le cadre réglementaire du coup en Europe, on a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux en Europe. Vous êtes dispositif médical classe 2A. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas et qui écoutent le podcast, c'est quoi ces classes? Et finalement, c'est intéressant aussi pour les personnes qui essayent des outils à droite à gauche, d'aller regarder si l'outil il est vraiment déjà Bien sûr. qualifié en tant que dispositif médical marqué Euro. Marqué Alors, CE. je dirais, sur l'ensemble du globe, il y a des réglementations qui existent. Donc, on va parler de l'Europe, mais il y a l'équivalent pour les US, il y en a d'autres en Asie, au Japon, la Suisse, l'Angleterre. Enfin, je veux dire, chaque géographie a sa doctrine, je dirais. En Europe, donc, il y a principalement 3 classes, pour simplifier, hein. La classe 1, c'est de l'autodéclaratif. Donc, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui réalise certains protocoles de test et s'engage auprès de son client à respecter ce protocole. Donc, c'est un premier niveau d'engagement. Donc c'est un auto-engagement, Voilà. Je crée une application et moi-même je dis que je respecte certaines choses Voilà. vis-à-vis de mon client, quoi. Et donc, évidemment, il n'y a pas la dimension contrôle externe C'est ça. au tiers indépendant. Après, il y a 2 et 3. Donc, pour simplifier, 2, c'est des dispositifs médicaux qui ne sont pas implantables. Et 3, c'est pour tout ce qui est implantable. Donc, on parle là de prothèses de genoux et autres, ou de tout dispositif qui serait destiné à être inséré dans le cerveau pour faire du traitement de la maladie de Parkinson ou autre. Enfin bref. Donc, la classe 2 qui nous occupe, la classe 2A, signifie qu'on a été audité par ce qu'on appelle un organisme notifié, qui est donc une entreprise qui dispose de compétences très précises, très rigoureuses sur l'application du règlement européen sur les dispositifs médicaux, et qui va vérifier que donc on a défini à la fois un système de management de la qualité. Donc même pour une petite entreprise comme nous, on a
un set de procédures à respecter qui va de la sélection des fournisseurs jusque le développement logiciel, les tests qu'on réalise sur ces développements logiciels en cybersécurité, etc. Et également donc les preuves cliniques que l'on peut amener durant cet audit de façon à vérifier que quand on annonce 94 de précision, c'est pas un chiffre qui est sorti d'un discours ou d'une brochure marketing, c'est vraiment quelque chose qui a été scientifiquement validé. Ok. Et j'imagine aussi, de ce que j'ai pu voir, c'est en classe 3, sur des dispositifs, imaginons peut-être comme le tien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait se dire que c'est tellement précis et c'est tellement validé par les autorités de santé que ça peut potentiellement faire office de diagnostic à ce moment-là ou Oui, ou de aller traitement. vers ou de traitement, Je ouais, veux c'est dire, ça. il en existe, hein, je ne les connais pas tous, mais je pense notamment au diabète. Et je sais maintenant qu'il existe ce qu'on appelle les dispositifs en boucle fermée, où effectivement, en fonction de la mesure instantanée du sucre dans le sang, la pompe va injecter le bon niveau d'insuline. Donc, Ouais. c'est effectivement ce genre de dispositif. Ouais, dès qu'on passe sur de la médicamentation. Ok, super. Il y a un autre cadre réglementaire, c'est celui un peu des... Parce que là, on a parlé des dispositifs médicaux, mais il y a aussi tout ce qui est dispositifs ou les outils de bien-être. On voit souvent ça aussi, outils de bien-être. Donc, on va penser à une application de fitness, les montres connectées. Oui. C'est quoi la différence un petit peu entre ces deux mondes? Bah, la frontière est floue, d'accord. Il y a des acteurs qui sont des deux côtés, puis il y en a qui changent de camp, ils reviennent, etc. Donc, il y a pas une bonne école et une mauvaise école. Je pense que c'est un continuum de solutions qui ont un objectif commun, c'est d'améliorer le quotidien des citoyens et de les aider à mieux vivre et plus longtemps et en bonne santé. C'est surtout ça qui compte finalement. C'est pas uniquement l'espérance de vie, mais c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et en bonne santé signifie ne pas perdre son autonomie, pouvoir profiter, s'alimenter sainement, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et je dirais que les solutions de bien-être, il faut être vigilant sur quels sont le niveau de preuve qu'elles avancent ou quels sont les tests qui ont été passés par ces solutions. Mais elles offrent un premier niveau d'information et permettent de toute façon déjà d'agir et de changer les habitudes. Donc de toute façon, pour moi, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Le côté médical, finalement, ce qu'il ajoute, c'est sans doute une capacité à être intégré sur des segments de marché où le professionnel de santé est impliqué et lui, de par son background et surtout de par son exigence médicale, se doit de respecter des outils qui sont fiables et donc va avoir tendance à prendre ces outils qui sont medical device versus bien-être. Donc, je dirais que ça dépend aussi un petit peu de la cible. Si on est bien-être, on peut tout à fait vendre au grand public ou à des sociétés qui n'ont pas vocation à être sur le médical. Et lorsqu'on veut adresser des segments de marché où le professionnel de santé est impliqué, c'est mieux d'avoir le certificat réglementaire. Ah ouais. Donc finalement, un, un cardiologue qui fait passer un ECG, si j'arrive avec les résultats de ma montre connectée, ça va pas forcément lui servir pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans mon cœur ou dans mes vaisseaux les mois précédents. Ça lui donne pas vraiment d'informations spécifiques. Exactement. Donc, c'est marrant l'exemple que tu donnes parce que moi-même, j'étais fait mon petit check-up annuel chez mon cardio il y a quelques mois de ça. Et donc, effectivement, il a toute sa batterie d'outils et il base son raisonnement et son diagnostic sur ces outils. Néanmoins, quand je lui pose des questions, je lui dis tiens, qu'est-ce qui se passe si ou qu'est-ce qui se passe quand, il me dit mais vous savez, vous avez tel et tel autre outil. Donc, il les utilise plus. Il en fait parfois la promotion à des fins de rassurer le patient quand il quitte son officine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, le cardiologue, il rassure, mais ça dure 30 minutes. Et les 364 jours restants, il faut vivre avec ses ressentis, ses douleurs à la poitrine, ses malaises. Et donc, il préconise des outils de bien-être qui peuvent destiner à rassurer, voire à retarder l'appel à ce cardiologue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, un des intérêts aussi, c'est de décharger, de mettre un petit peu une barrière entre... C'est une forme de triage entre les cas qui nécessitent vraiment une urgence médicale et une prise en soins immédiate et, je dirais, la question de confort, est-ce que je vais bien, docteur? Donc,
Ok. Donc là maintenant, bah, ça y est, on s'est intégré à MyTwin. Enfin, en tout cas, vous êtes venu chez nous et on vous utilise surtout. Euh, Toi, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé justement dans le fait de venir dans MyTwin, qui est vraiment bien sûr une application, mais aussi toute une démarche de se dire on est capable de rendre accessible des outils qui sont aujourd'hui malheureusement souvent cachés dans certains hôpitaux ou cliniques. On les rend accessibles à tous via son smartphone et une application qu'on peut télécharger sur Android ou iOS. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette aventure-là et pourquoi tu es là finalement? Ah À ben, part distribuer bien sûr ton produit, puisque c'est ton travail. à la base, c'est une rencontre. Tu nous as contacté, je crois, Ouais. directement. On a fixé un appel vidéo et directement, on a eu un bon fit. Et j'ai surtout adhéré à la vision. Donc, il y a deux éléments que j'ai retenus, c'est jumeaux numériques et communauté. Je pense que la communauté, c'est l'avenir. À l'heure de l'IA, il faut garder, en tant qu'entreprise, une capacité à se différencier. Et je crois que ça passera par des relations humaines, du commerce et des communautés, une marque forte. Donc ça, je crois beaucoup à cet aspect de la vision que tu portes. Et l'autre, c'est le jumeau numérique. Je pense que c'est un mot-clé qui longtemps a été un petit peu banni des sphères technologiques parce qu'on ne voyait pas trop à quoi ça correspondait. Je pense que maintenant, ça devient une réalité. De nouveau, parce que les technologies permettent une diffusion temps réel, etc. Et nous-mêmes, on a un intérêt en interne sur les jumeaux numériques pour permettre la, la recherche. Donc, je pense qu'on se rejoint sur ces dimensions. Ouais, non, c'est génial. Moi, je suis très très content. Et en plus de ça, tu vois, j'en parlais à des personnes qui ont d'autres pathologies, notamment une amie qui a de l'endométriose et avec laquelle on a mis en place différents projets sur l'endométriose. Et ta solution, finalement, elle s'adresse pas qu'aux personnes qui veulent suivre leur santé cardiovasculaire. Elle s'adresse aussi aux personnes qui ont d'autres pathologies, comme l'endométriose. Et finalement, ces autres pathologies favorisent le développement de maladies cardiovasculaires. Une femme qui a de l'endométriose, par exemple, elle a 50% de chances de plus de développer ou d'avoir un infarctus du myocarde qu'une autre femme. Et elle a 17% de chances de plus d'avoir un infarctus. Donc ça veut dire que quand on est dans son parcours de soins de l'endométriose, bien sûr, il y a le diagnostic de son endométriose, bien sûr, il y a le suivi de la santé avec l'infirmière et les médecins, bien sûr, il peut potentiellement y avoir une opération pour enlever les lésions d'endométriose, mais il y a aussi prévenir sur les autres pans de la santé qui sont là et qui font que on doit se surveiller sur plein de choses. Et souvent, dans le parcours de soins qu'on nous propose aujourd'hui, soit les médecins ou les chirurgiens n'y pensent pas forcément à nous le dire, ou ils nous le disent et on ne le comprend pas forcément sur le Bien moment sûr. parce que c'est pas les bons mots, parce que j'ai pas compris les mots, ou je sors du cabinet et puis je me dis ah mince, j'avais peut-être d'autres questions, j'avais peut-être d'autres symptômes, mais j'ai pas osé lui en parler à mon chirurgien ou j'ai oublié tout simplement. Donc c'est vrai que utiliser des outils complémentaires pour avoir une vue très large sur sa santé, c'est je pense essentiel dans le parcours de soins d'une personne malade, quelle que soit sa maladie. Et puis souvent en plus, quand on a une autre maladie, on a aussi d'autres problèmes, hein, problèmes de difficultés peut-être de stress, d'anxiété, de dépression. Donc là, on a d'autres applications d'ailleurs qui vont venir dans le podcast aussi pardon, pour se présenter. Donc c'est vrai que nous, cette dimension, elle est de se dire déjà d'une, on est capable de réunir tous les acteurs au même endroit, parce que comme tu as très bien dit tout à l'heure, on est tous là pour la même chose, le patient. Mm. Toutes nos applications, toi, tu es dans le cardiovasculaire, d'autres personnes sont dans le mental, d'autres personnes sont dans les thérapies digitales pour l'obésité, le diabète, les addictions, etc., La peau. etc., la peau, Mm. les maladies respiratoires, etc. Et en fait, tout est lié. Le corps humain, c'est un système. Donc, isoler chaque application dans son coin, c'est très bien qu'elles existent, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et par rapport au fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment sur une dimension communautaire, il faut absolument en fait, on est tous dans le même bateau, quoi, tout simplement. Oui, et puis je pense qu'il y a une attente dans le chef des utilisateurs, des citoyens, d'avoir un outil qui soit un agrégateur. Parce qu'en réalité, plus personne n'utiliserait 10 outils différents pour faire une seule tâche. Tu vas pas acheter 10 Donc, montres, une bague connectée. c'est Ouais. évident qu'il faut aller vers plus d'agrégation et d'interopérabilité. Et puis, tu peux pas t'abonner à 10 outils différents non plus, parce que Mm. si chaque outil, c'est 15 euros, C'est clair. tu vois, c'est pas possible. Donc là, au moins, on réunit tout, on fait un abonnement qui est le même pour tout le monde. Enfin, en tout cas, qui réunit plusieurs outils. Euh,
Est-ce qu'il y a des limites à cette technologie qui est incroyable, hein, déjà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle remplace pas aujourd'hui? À part, bien sûr, elle ne remplace pas le médecin. Ça, c'est la première réponse, j'imagine, mais quelles sont vraiment les limites de cette technologie? Et du coup, la question d'après, c'est jusqu'où on pourrait aller et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir? Alors, il y a des limites qui ne sont pas encore franchies du point de vue scientifique. Euh, et pourtant, ça attise beaucoup d'intérêt et de prise de parole sur les réseaux sociaux. Et on trouve vraiment beaucoup de bruit sur le sujet. C'est vraiment euh, comprendre la structure et la composition du sang. Donc, il- il- moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas dévier de cet esprit un peu cartésien avec des preuves. Aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de système fiable de monitoring du diabète ou des triglycérides ou de tel ou tel constituant. Donc il y a énormément de startups qui adressent ce besoin, que ce soit en offrant des tests sanguins ultra simples, livrés à la maison, résultats en moins de 24 heures. Enfin, donc ça existe. Mais je veux dire, ça reste un mythe pour moi de dire avec un vidéo selfie de 30 secondes, on Mm. va analyser ce qu'il y a dans le sang. C'est déjà très bien qu'on exploite un phénomène lumineux lié au sang pour mesurer une vraie pathologie qui est l'hypertension artérielle. Euh, Ne cherchons pas à aller trop loin, d'accord. On peut bien entendu aller extraire la température, mais pourvu qu'on utilise un capteur thermique, donc une caméra thermique, mais le coût n'est pas le même évidemment, et puis n'est pas massivement dans les téléphones portables aujourd'hui. Mais par contre, non, dire qu'on peut aller diagnostiquer telle ou telle pathologie du sang, on n'y est pas encore. Et pour nous, ce qui concerne la roadmap, puisque tu Mm. m'interpelles à ce sujet, donc on va déjà bien terminer ce qu'on a dans les cartons au niveau de l'hypertension artérielle, parce que bon, c'est pas le tout de développer la fonctionnalité. Après, nous, il faut qu'on passe le chemin clinique et réglementaire, comme tu l'as compris. Donc, c'est 12 à 15 mois d'effort minimum. Mais au-delà de ça, grâce à notre jumeau numérique du réseau vasculaire du corps humain, on a un estimatif de certains paramètres qui pourraient aider à donner des indicateurs sur justement le risque d'infarctus, le risque d'AVC, etc. Donc ça, c'est peut-être la prochaine grande étape à quelques années hein, que l'on pourrait adresser. Donc on va rester dans notre scope cardiovasculaire, mais il y a encore fort à faire sur d'autres pathologies. Ouais, hyper intéressant, ça peut aller très loin et peut-être que la temporalité va peut-être se réduire au fur et à mesure de l'avancée de la On peut technologie. l'espérer. Mais il reste quand même la réglementation, Ouais. qui est essentielle d'ailleurs, qui elle va peut-être aussi se réduire, parce que peut-être qu'on Il n'y a pas que aura la réglementation en fait, hein. Il y a l'étude clinique une elle-même. étude clinique. Ouais. Le fait de déposer un dossier auprès du comité d'éthique, le fait d'enrôler des patients. Et bon, si on recrute 100 patients, 1000 patients, évidemment, le temps n'est pas le même. Et puis, comme on doit respecter des critères d'inclusion pour s'assurer que ce soit un dispositif universel, bah, il faut qu'on puisse recruter des Européens, des Africains, des Asiatiques. Enfin, donc, tout ça, ça prend du temps, en fait. Il y a un temps incompressible qui est une gestion de projet, finalement, clinique. Ouais. Et ça prend 2 ans, quoi. Qu'on est vraiment bien préparé, ça peut être réduit à 18 mois, mais c'est vrai que Faut avoir c'est les, pas quelque chose qu'on fait en 3 mois, quoi. ouais. C'est pas... Faut avoir les épaules solides quand on se lance dans la santé en start-up. Pour tous ceux qui ont ou celles qui ont des idées de se lancer en santé, il faut savoir que c'est pas demain que vous serez sur le marché, que vous pourrez vendre votre produit. Et en plus, une fois qu'on est sur le marché et qu'on peut vendre le produit, c'est pas pour ça qu'on va le vendre. C'est ça. Donc, et même si on est financé par des mutuelles, puisque des fois, il faut Ouais. quand même faire de la distribution, Bien sûr. il faut du marketing, il faut avoir une vraie force de vente. C'est peut-être d'ailleurs un peu une limite aujourd'hui, alors peut-être en France, parce qu'on a moins la culture de la distribution et de la vente qu'aux US, mais se dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de scientifiques qui sont à la tête de ces entreprises incroyables en France. On a beaucoup de talent. Moi, mon Mm. travail au quotidien, c'est d'identifier les pépites et de les ramener chez nous à MyTwin. On n'a que des talents, mais c'est vrai que par contre, dès qu'il s'agit de commencer à vendre, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on a un peu cette limite aujourd'hui. Euh, je revenais sur un terme que tu as utilisé. Tu as utilisé le mot jumeau numérique, Oui. que je vais redéfinir parce que je pense que c'est des personnes qui écoutent, c'est un peu barbare. Et on se dit, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? En gros, un jumeau numérique, c'est tout simplement une copie, une simulation de quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être, par exemple, un jumeau numérique d'un avion, c'est un simulateur de vol. Un simulateur de vol, ça va
représenter virtuellement un avion et ça va permettre à un pilote de s'entraîner virtuellement sur cet avion, ce qu'on pourrait aussi appeler un jeu vidéo. Bien sûr. Ça rejoint le mode jumeau numérique. Donc c'est vraiment ce côté un peu simulateur. Ce que toi tu fais pour les artères, il me semble, c'est ça? Pour les vaisseaux Oui. sanguins. Et ce que nous on fait pour MyTwin in fine, c'est effectivement de se dire bah, on peut représenter virtuellement et créer une copie virtuelle d'une partie de notre corps. Vous le faites pour les vaisseaux sanguins. Nous, on le fait plus dans l'avatar, on va dire, on va appeler ça un avatar aussi, pour le corps complet du patient. Et donc, on crée une copie virtuelle de l'état de santé d'un patient à un instant T. Et sur cette copie-là, grâce aux données médicales du patient, à son parcours médical, grâce à ses dossiers médicaux, ses comptes rendus, etc., ses analyses de sang, bah, on va pouvoir créer une première simulation, en tout cas un premier avatar. Et sur cet avatar, on va venir connecter des applications comme la Mm. tienne, Virtual, ou d'autres applications pour avoir encore un meilleur niveau de connaissance de l'état de santé du patient. Donc voilà, si vous entendez le mot jumeau numérique, n'ayez pas peur, c'est juste un simulateur. Mais effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup. La définition elle est très large parce que toi, tu es recentré sur un organe, sur une partie du corps. Nous, on est beaucoup plus large dans notre approche. Il y en a qui sont aussi, hein, il y a aussi Dassault qui fait InEarth, enfin une spin-off de Dassault, il me semble que c'était InEarth, qui le fait pour le cœur. On voit plein de jumeaux numériques, du foie, des poumons qui se développent, et souvent qui se développent sur une partie très précise pour un cas d'usage très précis, et des fois même pour une maladie très précise. Donc, ouais. Il y a effectivement une nouvelle tendance ou une nouvelle niche qui est en train de se développer, c'est l'utilisation de jumeaux numériques à des fins de recherche médicale et quelque part d'essais cliniques virtuels. Mm. De prévoir comment va se comporter ton corps, mais à partir du jumeau, en lui appliquant telle contrainte ou telle déformation ou tel médicament. Donc, Complètement. Il y a déjà eu des dispositifs qui ont été mis en place dans ce sens sur les médicaments. Alors que ce soit pour les laboratoires pharmaceutiques qui veulent développer une nouvelle molécule ouais. pour créer des études cliniques, ou que ce soit, il y a aussi eu des initiatives où maintenant on est capable, et c'était validé sur 5000 molécules, ils étaient capables de savoir exactement, virtuellement, le dosage exact que tu dois prendre en médicaments et l'heure à la minute près à laquelle tu dois prendre tes médicaments dans la journée. Ce qui est hyper utile, imaginons, pour une personne âgée qui est multimédicamentée. On sait très bien que c'est le chien qui se mord la queue Mm. parce qu'on est fatigué à cause des effets des médicaments. Et savoir à la minute près à laquelle on doit prendre nos médicaments, ça peut tout changer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos médecins pour être sûr de savoir si vous prenez vos médicaments à la bonne heure. C'est quelque chose de peut-être simple à faire et qui peut vraiment changer les résultats de vos prises de médicaments. Euh, Si on avait un mot un petit peu pour la question finale, est-ce que finalement, ce smartphone qu'on a dans nos mains, dans nos poches, qui est tellement facile à utiliser, un jour, il va remplacer le médecin? Ma conviction, c'est que non. Je pense qu'il va éclairer le médecin, il va collecter, intégrer, corréler, analyser, enfin les verbes que l'on veut, euh, un maximum d'informations de façon à ce que la décision soit la plus éclairée, la plus optimale possible. Mais je pense que le patient sera toujours en recherche d'un contact humain, proche, connu, une figure rassurante. Et ça, je pense que ça ne s'enlèvera jamais. Ou en tout cas, pour moi, ce serait vraiment un échec sociétal si on rentre dans l'ère des cyborgs. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense même que il y a des choses qui vont être complètement remplacées dans la médecine, qui vont être changées, qui vont évoluer. Mais je pense même que c'est une belle occasion de redonner du temps de qualité entre le médecin et le patient, parce que un médecin qui fait moins de paperasse dans son quotidien Bien sûr. va avoir du coup le temps de regarder dans les yeux son patient, d'utiliser les bons mots, d'avoir le temps de l'écouter et d'avoir la bonne pédagogie pour que quand il ressort du cabinet, peut-être 20 minutes plus tard au lieu de 5 minutes plus tard à l'heure actuelle, Mm.
le patient soit un petit peu plus rassuré. Et là, il y a du boulot, hein, parce que il y a déjà les déserts médicaux, il y a des généralistes ou des spécialistes qui sortent de la retraite pour combler un manque. Donc de là à ce qu'on redonne du temps de liberté à des actifs médicaux, je pense qu'il y a du chemin. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que structurellement et démographiquement parlant, Mm. bon, faut dire, en fait, finalement, le mot de la fin, c'est faites des enfants. Bravo pour ce mot de la fin. Bon, merci Benoît en tout cas. Merci à toi, Rubens. Merci.